Bonjour madame. Bonjour monsieur. Si vous avez à vous présenter, vous diriez quoi? Alors avant tout, je donnerai quand même mon nom, mon identité. Alors je m'appelle Samia Assoumani Prince. Bon, Assoumani c'est le nom de mon père puisque c'est mon nom de naissance. Hein. Et Prince c'est le nom de mon conjoint, donc je me présenterai comme ça. Je suis née à Marseille. J'ai fait mes études à Marseille également. Et je me suis retrouvée à vivre, on va dire, entre Paris et aujourd'hui je vis sur Avignon. Ok, nous avons vu quelque part que vous vous apprêtez à être candidat aux élections présidentielles des Comores en 2016. Pourquoi avoir décidé d'être candidat à ces élections? Alors, aujourd'hui c'est vrai, je n'ai pas la prétention de faire mieux que mes partenaires, ou je dirais que mes collègues, si je puis parler en fait ainsi. Maintenant, je pense que au travers en fait des transmissions que j'ai eues par rapport à mon éducation familiale, par rapport on va dire à mon parcours, aussi bien professionnel et l'éducation de la vie, puisqu'on apprend quand même aussi de la vie, et puis aussi en tant que maman, je pense que je peux apporter ma contribution aujourd'hui au niveau en fait de notre pays. Pourquoi? Parce que je suis en train de voir qu'aujourd'hui, on doit baser notre éducation par rapport en fait à nos enfants. Pourquoi? Parce que ce sont nos gouvernants de demain. Donc, si aujourd'hui on arrive en fait à rallier un système de bonne éducation dans lequel nous allons essayer d'inculquer les valeurs en fait d'antan, des valeurs on va dire qui vont être dans les valeurs du savoir-vivre en fait, hein, comme ça l'a toujours été, que ce soit on va dire en France, que ce soit en fait dans un pays comme les Comores, on pourra sauver les enfants et donc sauver nos gouvernants de demain. Donc, en quoi votre candidature apporte un surplus aux autres candidats qui sont déjà déclarés, qui sont encore plus nombreux? Alors aujourd'hui, moi j'essaie de me positionner en tant que leader, mais en tant que mère du peuple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme toute maman, je dirais normalement constituée, on ne peut pas se retrouver dans une injustice. On a besoin d'aller dans le sens d'un partage. Donc aujourd'hui, j'aimerais moi dire aux candidats, mais dire aussi finalement au peuple que je suis la maman qui est là pour subvenir aux besoins et où je suis à l'écoute en fait de leurs besoins. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse jouer dans une récupération politique comme ça l'a été jusqu'ici, à toujours dire on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, sachant qu'à côté de ça il y a beaucoup de choses. On a un problème d'insécurité, on a des enfants qui sont dans l'insécurité, on a des problèmes où les enfants finalement sont violés, sont agressés, on a des problèmes au niveau de l'enseignement, il y a beaucoup de choses, on ne peut pas les lister, mais il va falloir à un moment donné choisir une base et commencer en fait par là pour aller finalement, pour gérer le pays, pour aider finalement ces enfants-là. Vous êtes binational, c'est-à-dire vous êtes franco-comorien, oui, et vous êtes une femme. Est-ce que vous pensez que c'est un atout pour sortir le pays des problèmes? Alors, il est certain que ça peut être un atout, mais ça sera aussi un handicap. Il ne faut quand même pas oublier que les Comores, ça reste un pays musulman, et qu'on sait très bien qu'une femme dans un pays musulman, pour certaines personnes, ça reste quand même un pays qui est quand même assez misogyne, où la femme n'a sa place plus dans les casseroles et dans l'éducation des enfants. Mais je pense aussi qu'en tant que maman, et je pense qu'aujourd'hui, les femmes aujourd'hui ont évolué. Elles ont évolué, elles ont la parole, elles ont quand même leurs idées, et qu'il ne faut quand même pas oublier que dans nos pays d'Afrique, il y a quand même un mouvement aussi matriarcal. Donc ce sont les femmes, qu'on le veuille ou pas, qui dirigent d'une certaine façon un foyer. Donc quand on est capable de diriger un foyer, pourquoi ne pas être capable aussi de diriger un peuple ou de diriger en fait un pays? Au regard de votre parcours, vous avez fait des études de psychologie. Et vous avez travaillé dans un cabinet de conseil. On voit aussi que vous êtes chef d'entreprise dans le domaine des énergies. En quoi tout ça peut contribuer au développement des Comores? Alors, dans un premier temps, bien sûr, que le fait d'avoir fait des études de psychologie et d'avoir aussi eu un cabinet conseil dans lequel j'ai aidé les personnes justement à essayer de développer leurs atouts et à aider ces personnes justement dans leur développement personnel, je peux justement, parce que je veux dire une chose, c'est que ce que je dirais, c'est que il y a quelques années, lorsque je me suis retrouvée aux Comores, alors
Je fais des va-et-vient, même si je suis née en France, mais je vais souvent aux Comores. Et dans mon esprit d'analyse, j'ai réalisé une chose, c'est que la psychologie en fait de ce pays est un pays qui a ce besoin d'être rassuré au départ. Pourquoi? Parce que quand on se retrouve dans un pays où au niveau des salaires, parce qu'il y a quand même un problème de chômage, mais le problème du chômage, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment réussir à rassurer, on va dire, le peuple comorien en leur disant on va vous donner en fait un travail, mais vous serez payé en fait derrière ça. Et ce que moi j'ai analysé, c'est qu'aujourd'hui, le peuple, au-delà du fait qu'il a faim, mais il ne croit plus à rien. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut un leader, je dirais qu'il soit sain, entre guillemets, c'est-à-dire un leader qui n'a pas, on va dire, de passif, un leader qui soit capable de dire voilà, j'aime le peuple, parce que aujourd'hui, il faut aussi lutter sur ça. C'est que moi, je me dis aujourd'hui être un patriote. Je suis un patriote autant dans mon pays en France, mais un patriote aussi dans mon pays Comores. C'est un pays que j'aime. Pour certains, ils ne comprendront pas comment se fait-il qu'on puisse naître en France et aimer son pays. Et ce que je dirais, c'est qu'au travers des valeurs et au travers de l'éducation en fait, que j'ai eue, j'ai appris justement à avoir une fierté de ce pays-là. Et c'est vrai que lorsque j'arrive, que je vois qu'on est plus dans une régression, ou même dire une récession que dans une évolution, je me pose moi des questions, parce que je me dis, comment se fait-il qu'un pays dans lequel nous avons des cadres, nous avons des personnes bien pensantes, et que les personnes restent dans un côté passif. Donc j'ai fait cette analyse, et j'ai réalisé que les gens sont passifs, pas parce qu'ils n'ont pas la capacité de faire, les gens sont passifs parce que les gens sont fatigués, et qu'aujourd'hui, il faut trouver le moyen de travailler tous ensemble. C'est-à-dire que le gouvernant d'aujourd'hui ne peut pas, et ne peut pas non plus avoir la prétention de faire des choses à lui tout seul. Il faut aujourd'hui réussir à créer des équipes. Donc, si vous êtes élu, votre campagne sera axée sur quelle thématique? Alors, moi, si je suis élue, ma campagne, dans un premier temps, sera surtout dans la thématique, je dirais, de l'éducation. Mais lorsque je parle d'éducation, ce n'est pas simplement au niveau des enfants, c'est au niveau de la mentalité. Je pense que nous devons aujourd'hui, on va dire, refonder la mentalité, en fait, nos mentalités, c'est-à-dire réussir à croire. Vous savez, lorsqu'à un moment donné, un peuple se retrouve avec un problème d'espoir, on ne croit plus en rien, on ne peut pas avancer. Et le souci, il est là. C'est que, moi je dis aujourd'hui, il faut se servir des exemples, on va dire, de tout ce qui a été, c'est-à-dire de tout ce qu'il y a ici, pour essayer de reconstruire en fait les choses. Et quelque part, c'est si on arrive aujourd'hui à rassurer le peuple, en leur expliquant qu'aujourd'hui, on va recréer des structures de formation, mais surtout des structures de réinsertion. Parce que je pense aujourd'hui que le fait d'être franco-comorienne, je pense que je peux apporter un modèle d'éducation à la française, dans un pays en fait comme les Comores. Je vais vous donner un exemple. On prend le cas aujourd'hui, un enfant en France commence sa scolarité à 3 ans. Lorsqu'on voit qu'aux Comores, cet enfant-là commence sa scolarité beaucoup plus tard. Donc un enfant qui va commencer sa scolarité à 6 ans, et un enfant qui commence en fait à 3 ans, il s'est passé quand même, on va dire, plusieurs années. Donc l'enfant qui a commencé à 3 ans, il a eu une formation avec des jeux éducatifs, avec des choses quelque part en fait qu'on lui a appris. Pendant que l'autre en fait, ça n'a pas été le cas. Donc déjà cet enfant-là n'est pas, on va dire, il n'a pas été, je dirais, éduqué psychologiquement avant d'être éduqué, je dirais, en fait, sur autre chose. Donc c'est tout ça, c'est des choses comme ça qu'il faut voir. On a aussi un autre problème dans nos pays, lorsqu'un enfant décide de décrocher au niveau de sa scolarité, et c'est le problème qu'on a aussi bien là-bas qu'ici, parce que moi je dis un enfant aujourd'hui c'est un enfant, on n'a pas de structure on va dire pour le réinsérer. C'est-à-dire qu'un enfant qui va commettre une bêtise, qui a 13 ans, qui a 15 ans, qui va se retrouver à un moment donné en fait en prison, il va ressortir de là, mais avec sa délinquance. Donc il faut créer des structures en fait, de formation, d'insertion, où il faut intéresser justement en fait ces adolescents-là en leur expliquant que vous êtes capable de faire telle ou telle chose. Donc moi je commencerai dans un premier temps par créer des cellules, je dirais, des maisons, je dirais, de travail, comme des maisons pour on va dire recenser. Il faut aujourd'hui recenser déjà les enfants que nous avons. Et ce que moi j'aurais voulu, en tout cas dans mon idée, c'est pouvoir travailler aujourd'hui avec les mairies en fait qui sont actuelles, donc avec les maires, qui sont amenés à recenser les personnes qui sont quand même dans le pays, parce que nous avons aujourd'hui un problème, c'est que nous ne savons pas ce que nous avons. Et nous ne savons pas ce que nous avons en quantité, je dirais, en nombre, on va dire en âge, mais aussi on va dire, il y a des personnes qui restent quand même douées. Et que je pense qu'aujourd'hui, que si on prend un village dans lequel on a une dizaine de manuels avec une dizaine d'intellectuels, on va pouvoir justement faire un travail en fait ensemble et pouvoir faire développer en fait certaines choses. Alors ça peut paraître utopiste, parce que c'est vrai que, mais ça je dirais une chose, c'est qu'aujourd'hui il faut justement l'espoir et sortir de l'utopie de se dire c'est beau à dire,
mais quelque part, on peut le faire. Et je pense que ça, ce sont des choses qu'on peut travailler justement en amont. Les problèmes des Comoriens sont actuellement l'électricité, l'eau, la santé, et sont les principaux problèmes que les Comoriens sont confrontés. Comment vous, qui êtes un franco-comorien, comptez résoudre un peu ces problèmes-là? Alors, moi je reviens sur la santé. Je pense qu'aujourd'hui le problème qu'il y a aux Comores n'est pas, on ne peut pas dire que c'est la santé. Nous avons des médecins sur le terrain, nous avons des hôpitaux dans divers pays. Je pense que le problème que nous avons, c'est que là aussi, nous n'avons pas su à un moment donné trouver un principe pour encourager, on va dire, le médecin qui travaille, on va dire, en public, à le financer, c'est-à-dire à lui donner un salaire décent. Donc il faut aujourd'hui encourager le médecin qui travaille, on va dire, dans un milieu hospitalier public, l'encourager en lui montrant qu'il sera payé comme il est payé en fait en privé, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui se passe. De l'autre côté aussi, il faut savoir que nous avons des villages qui sont quand même totalement démunis, où il n'y a rien, quand bien même certains sont dotés, on va dire, de dispensaires ou d'autres, où il y a des hôpitaux. Certains n'ont rien, donc il faut créer justement des maisons, en fait, de relais médical, des maisons médicalisées, qui vont servir de relais justement aux hôpitaux pour permettre de surveiller des personnes qui sont, on va dire, soit des femmes qui sont enceintes, soit des personnes qui sont atteintes, on va dire, de tension ou de diabète, parce qu'on va dire que ces maisons de relais vont pouvoir justement transmettre des diagnostics en fait aux personnes, en fait, aux hôpitaux. Ça évitera justement que ces personnes-là se retrouvent à aller faire la queue dans un milieu hospitalier pendant des heures et des heures et à se retrouver parfois, en fait, soit attraper des maladies nosocomiales, soit mourir, on va dire, parce que la personne n'a pas été prise à temps, parce que les hôpitaux sont saturés. Donc, il faut créer ça. Moi, aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est-à-dire que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'éducation, je dirais que dans bien des domaines, j'aurais bien voulu travailler avec la diaspora. C'est-à-dire que je pense que moi, aujourd'hui, je m'avance en tant que candidate, mais je dirais que, contrairement à ce qu'on peut penser, bien de jeunes franco-comoriens sont intéressés par le pays et sont prêts aujourd'hui à aller apporter main forte en fait au pays. Et je pense qu'on peut aujourd'hui aussi faire un recensement concernant ces personnes-là qui aujourd'hui seront capables de dire on va donner un coup de main au niveau de la santé, on va être amené à former les jeunes pour pouvoir finalement travailler, on va aussi dans la création, comme je parlais tout à l'heure, de structures en fait d'insertion ou de formation, récupérer des jeunes ici qui ont appris le travail, on va dire, dans le bâtiment, des professionnels qui vont pouvoir former, on va dire, des jeunes en fait qui sont de l'autre côté, comment on apprend, et pourquoi pas faire un échange, c'est-à-dire être capable de dire on va ramener en fait des jeunes franco-comoriens en fait aux Comores pour apprendre un métier, mais en contrepartie aussi on peut ramener des jeunes comoriens en fait en France pour aussi essayer de se parfaire dans un métier. Ce sont des choses qu'il faut voir, parce qu'aujourd'hui il y a une chose, c'est que dans le problème de l'éducation, on a vu que les enfants aux Comores, lorsqu'ils arrivent en fait à un stade, à un niveau d'études, ils partent dans des pays en Afrique ou même dans des pays d'Orient, ils sont malmenés, donc ça c'est le premier problème. Le second, c'est que lorsqu'ils arrivent en fait avec leur diplôme, ces diplômes-là ne leur servent à rien. Donc finalement, ce sont des enfants qui se sont retrouvés pendant 2, voire même 4 années à se retrouver en fait dans une galère, dans une souffrance. Et quelque part, on n'a pas prévu. Donc je pense qu'il faut aussi avoir un côté, je dirais, dans le changement de mentalité, on doit être assez futuriste. Savoir se dire qu'un enfant qui est parti à un moment donné parce qu'il a réussi, on se doit pendant les 4 années préparer en fait son poste professionnel pour qu'il puisse venir travailler en fait dans le pays. Ok, il y a un problème qui touche un peu, vous avez parlé de la diaspora, qui touche la diaspora, qui est le problème des transports. Si vous êtes élu, que pensez-vous résoudre, comment pensez-vous s'attaquer à ce problème? Alors, nous savons aujourd'hui que le problème des transports, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas arriver là et raconter des histoires. Le problème des transports aux Comores est lié, on va dire, à plusieurs facteurs. Dans un premier temps, nous savons que nous avons un aéroport qui est hors norme. Donc, pour que cet aéroport puisse rentrer dans les normes, il faudrait qu'il y ait des accords, en fait, à haut niveau. Voilà, dans un premier temps. Dans un second temps, il faut évidemment des accords. Donc il est vrai que demain, en tant que candidat, en tant que président,
Les accords avec les compagnies aériennes ainsi que les agences, ça ce sont des accords qui pourront se faire beaucoup plus facilement. Maintenant moi je pense aussi, pour revenir au transport, que ce soit le transport, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, il y a une chose qu'il faut quand même savoir. Je pense que jusqu'ici, les Comores ont bénéficié en fait d'aides de pays en fait extérieurs, mais le souci qu'il y a eu, c'est que nous n'avons pas eu de bons négociateurs dans ces aides-là. Parce que nous avons eu des aides, je dirais, qui ont été financières à un moment donné, mais qui sont restées en plan et où cet argent a servi à autre chose. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut des négociateurs qui puissent être capables, lorsque demain nous allons demander à nos pays, on va dire voisins, de nous aider, d'être capables de nous aider à la fois financièrement, mais à la fois aussi manuellement. C'est-à-dire, je donne un exemple, si demain on décide de dire on va refaire en fait l'hôpital, mais c'est être capable de dire on ne récupère pas que de l'argent, mais on a besoin en fait d'une équipe médicale qui est capable d'arriver, de former finalement les personnes qui sont sur place. Et là, on sait que on a appris finalement à travailler. Vous savez, comme dit l'adage, quand on veut aider quelqu'un qui a un problème de faim, on ne lui donne pas finalement un poisson parce qu'il a mangé ce poisson et puis c'est terminé. Mais on dit on l'apprend à pêcher. Donc je pense que si aujourd'hui on reforme justement la structure du pays en apprenant en fait aux personnes à faire des choses, à essayer d'être autonomes, à aller de l'avant, à batailler aussi, parce que moi je crois que si aujourd'hui le peuple justement comorien se bat pour justement recréer finalement on va dire son pays, il se battra quand même aussi en fait pour en prendre soin en fait dans le futur. D'accord, ok. Vous dites être candidat, vous êtes franco-comorien. On sait que la France a un problème avec les Comores, notamment sur Mayotte. Comment percevez-vous ce contentieux? Alors, moi je perçois que c'est un contentieux, on en revient encore justement sur ce problème de négociation de base. Le contentieux, et moi je ne comprends pas comment se fait-il que nous avons eu des accords, parce que nous ne sommes pas, la France n'est pas un pays ennemi des Comores, je ne comprends pas comment se fait-il que nos dirigeants n'ont pas su à un moment donné régler cette problématique, sachant qu'au niveau d'un référendum, il y a eu en fait un vice qui a été fait dès le départ. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas être amené en fait à dire que Mayotte reste de côté et qu'on gère de l'autre côté. Mayotte fait partie en fait de nous, fait partie on va dire en fait des Comores, et il va falloir à un moment donné que le peuple aussi justement se soulève pour essayer de récupérer justement en fait Mayotte. Je pense aujourd'hui que, je me dis moi demain si je suis président, je me battrai pour récupérer Mayotte, car Mayotte fait partie justement de notre île, c'est à nous. Et je dis aujourd'hui, c'est comme si à un moment donné on décide en fait de nous voler en fait une partie et de rester en fait complètement pacifiste. Il y a un autre problème que les gens oublient plus tard, c'est qu'on va arriver à un moment donné où aujourd'hui les personnes finalement prennent des bateaux clandestins, vont à Mayotte à un moment donné, mais on se retrouve aussi avec la problématique en fait d'enfants qui nous reviennent en fait de Mayotte en ayant eu à un moment donné, on va dire, une mauvaise orientation, qui ont mal tourné. Et donc, on se retrouve, nous, en fait, à récupérer, on va dire, ces enfants qui sont problématiques, on ne sait pas comment faire. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'il faut quand même régler. Et je dirais aussi une chose, pour finir par rapport à ce que vous me dites, c'est que si on ne gère pas ce problème aujourd'hui, on risque d'arriver à un problème comme Israël et Palestine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un problème, finalement, de guerre, où, à la limite, on a le pays, finalement, qui a pris, je dirais, les terres, est un pays qui essaie finalement de se donner toutes les raisons de s'accaparer ces terres-là. Donc aujourd'hui c'est ça, c'est que si à un moment donné on n'accepte pas le fait de dire Mayotte il faut la récupérer, on risque demain même de se battre entre nous, où on aura on va dire une bataille sanglante entre les Mahorais en fait et les Comoriens. Donc c'est ce qui risque en fait de se passer. Donc c'est quelque chose je pense qu'il faut quand même régler assez rapidement. Donc vous êtes une entrepreneur, vous vous occupez des énergies renouvelables. Oui. Comment développer ce secteur aux Comores en tant que président? Alors, moi je dirais une chose, c'est que depuis on va dire ces 15 dernières années, il faut savoir une chose, c'est que le monde du solaire n'a cessé d'évoluer. On est quand même dans une grande évolution, nous avons eu dans un premier temps des panneaux tout simplement, aujourd'hui nous avons quand même des panneaux avec des batteries, aujourd'hui nous avons quand même des panneaux qui ont quand même, on va dire, des systèmes réfléchissants et qui permettent aujourd'hui de pouvoir équiper tout un village, voire même on va dire toute une région. Donc moi je dirais une chose, c'est vrai que je suis à la fois commerciale dans ce domaine, oui, mais je suis à la fois technicienne, et où je dirais que le solaire, quand bien même on a le sentiment qu'il est cher, mais il est quelque part fiable. Donc c'est vrai que, de par aujourd'hui les accords que j'ai au travers de ma société, demain si je suis candidate, il est certain que je m'arrangerai pour faire mettre en fait des panneaux solaires en fait, sur toutes les maisons. Maintenant,
il est vrai aussi que il faut aussi qu'on travaille aussi en accord avec la population en fait, également. C'est-à-dire qu'il faut que cette population à un moment donné accepte de dire, voilà, on part sur des besoins qui sont peut-être des besoins minimes en fait au départ, et qu'on va aller sur une extension en fait au fur et à mesure. Mais aujourd'hui nous avons plein de choses, nous avons quand même la chance également d'avoir un volcan. Il faut savoir aussi que grâce à nos volcans, alors même si c'est vrai qu'un volcan qui dort, il peut y avoir des conséquences, mais nous savons aujourd'hui que grâce à ces volcans, nous allons pouvoir créer la géothermie et grâce à ça, pouvoir avoir justement des énergies comme de l'électricité et pouvoir faire une électrification justement du pays. Nous avons la chance aussi d'avoir la mer et aujourd'hui on peut justement avec cette mer-là réussir en fait à avoir des énergies renouvelables et je pense qu'aujourd'hui en allant avec des accords avec des pays qui vont être capables assez rapidement parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup, on va dire, de dossiers sur la table, mais qui vont sur des années en fait à venir, telles que 2020. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut faire très rapidement. Comme aujourd'hui, équipé en solaire en fait, assez vite. Et le solaire va pouvoir permettre d'avoir à la fois de l'électricité, mais aussi en fait de l'eau. Je vais vous donner tout simplement, il faut savoir que comment, alors si je ne me trompe, excusez-moi si je me trompe, mais d'après l'enquête que j'ai pu faire, il y a à peu près, on va dire, 4 réservoirs en fait, on va dire, principaux. Donc, en essayant justement au niveau de ces réservoirs-là, de pouvoir mettre, on va dire, ne serait-ce que tout ce qui est, on va dire, des pompes solaires dans un premier temps, qui sont adaptées évidemment à la capacité, mais pour cela encore faut-il justement recenser les besoins. Là, on va pouvoir avoir de l'eau, mais on va pouvoir aussi avoir de l'électricité en fait en même temps. Ok. Madame, oui. Selon l'échiquier mondial, oui. Est-ce que vous êtes de gauche, de droite ou de centre ou pas du tout? Alors, moi, je suis nulle part. Je suis ni à gauche, je dirais, ni à droite. Je dirais une chose, parce que pour moi, aujourd'hui, au niveau de l'échiquier mondial, je dirais qu'ils se valent. C'est vrai que dans un premier temps, on a eu le sentiment que la droite a avancé, elle nous a gouverné à un moment donné, mais on a pris conscience très vite que ce qu'elle nous donnait d'un côté, elle le reprenait de l'autre. La gauche a essayé, mais en même temps, moi, il y a une chose que je dis, je suis quand même sceptique parce que je trouve que c'est cette gauche-là quand même justement qui a un peu tué nos enfants. Peut-être que je m'avance en disant ça, mais je prends le cas, quand on regarde en fait la France, en fait, il y a quelques années en arrière, lorsqu'on arrivait, le Comorien arrivait en France et qu'on le mettait, on va dire, dans des immeubles et que tout était mélangé parce qu'il habitait avec le Dupont, avec le Durand, avec le Mohamed. Il n'y avait pas, on va dire, de ghetto. La gauche est arrivée, elle nous a fait ce qu'on appelle un cadeau empoisonné, c'est-à-dire qu'elle est venue nous dire, nous on est là pour vous loger, on va créer des logements sociaux, on va vous aider, effectivement, mais derrière cette aide, on en pâtit en fait aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a créé finalement des immeubles qui sont devenus aujourd'hui des tueries. Parce qu'aujourd'hui, à force d'avoir mis tout le monde en fait en même temps, il n'y a plus de limite. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que nos enfants finalement se tuent entre eux. Ok. Sur la scène politique comorienne, quel homme politique vous vous sentez le plus proche? Je me sens plus proche de Prince Edi Ibrahim. Pourquoi? Pour ses valeurs, à la fois au niveau de la religion, mais aussi en tant qu'humain. Je dirais une chose, c'est que pour moi, c'est quelqu'un qui a représenté, qui a été le père du peuple. Et je pense qu'aujourd'hui, tout candidat qui va jouer un rôle, on va dire, de père, est un candidat qui ne pourra pas être injuste, parce qu'on va dire que tout parent normalement constitué, justement, ne va pas dans le sens de l'injustice ou de léser ses enfants, mais au contraire, il va accepter le partage. Ce qui ne s'est pas fait jusqu'ici, parce que malheureusement, jusqu'ici, nous avons eu des gouvernants qui n'ont pas été dans le partage, puisqu'ils se sont accaparés, on va dire, en fait, des biens à eux tout seuls, et où on s'est retrouvé, en fait, avec l'autre problématique, c'est que les personnes qui n'ont pas eu de salaire, donc n'ont pas pu justement contribuer, en fait, à l'économie, donc c'est ce qui a fait aussi que le pays a coulé. Donc aujourd'hui, moi je dis, il faut aider justement le pays à sortir de la crise du chômage, dans un premier temps. Il faut aider le pays aussi à assurer quelque chose, je dirais, de régulier, c'est-à-dire comme en France. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui en France, nous allons travailler
pour répondre en fait à des besoins qui sont quand même des besoins, on va dire, qui sont réguliers, pouvoir quand même payer des charges, pouvoir finalement pallier aux besoins en fait alimentaires, qui sont quand même des besoins en fait qui sont vitaux. Nous avons, nous, une grande chance dans un pays comme les Comores, c'est que nous avons nos ressources naturelles. Maintenant, il faut savoir que ces ressources-là, il va falloir justement pousser le peuple en fait à croire à ces ressources et accepter de se dire, on va vous aider, on va retravailler la terre, on va retravailler parce que nous avons la terre, on peut travailler l'agriculture, on a la mer, on a la construction des maisons. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de développer les Comores sans aussi être amené à parler de diaspora. Parce qu'il y a aussi, il faut dire une chose, c'est que la diaspora a joué un grand rôle au niveau du développement des Comores. Par contre, je dirais une chose, les Comores en contrepartie n'ont pas aidé la diaspora. Ok. Pour finir cet entretien, je...